pouvez choisir la langue qui vous convient le plus pour aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire. Aujourd'hui, on a une interprète pour le webinaire. Vous pouvez trouver l'interprète anglais-français par cliquer sur le petit monde en bas de l'écran. So we'll give folks a couple more Donc, minutes on to va join. prendre quelques minutes pour que tout le monde puisse se joindre à nous. Peut-être une seule minute. Je pense que la majorité des personnes se sont déjà joints. Okay. So thank you for joining today. Donc, merci de vous être joints aujourd'hui. Bienvenue. First, I will introduce the webinar a little bit. Je vais présenter un peu le webinaire un peu plus tard, mais j'ai d'abord l'honneur d'inviter Salish à prendre la parole et à ouvrir notre webinaire d'aujourd'hui. What I just said to you all was Ce que je viens de vous dire, c'est que je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui. Je suis présentée avec mon nom traditionnel. J'ai aussi partagé que je suis de la nation Squamish. Et donc, je fais partie de différentes nations et je reconnais et j'honore le territoire sur lequel vous résidez en ce moment ou vous travaillez en ce moment. C'est difficile de faire une reconnaissance territoriale quand il y a tellement de personnes qui se joignent à nous de différents territoires. J'espère que votre journée se passe bien. J'espère que vous avez tous et toutes eu une journée productive et que vous continuez à avoir, ou que vous êtes en train de passer une belle soirée. Je ne sais pas pour vous dans l'Est, mais ici, en Colombie-Britannique, on est dans une vague de chaleur. Donc, ça a été un assez grand défi pour nous de nous ajuster à la température actuelle. J'espère que nous allons continuer à travailler et qu'on va continuer de travailler ensemble. J'espère que l'on sera aimable et respectueux les uns envers les autres et qu'on se rappelle que nous sommes toutes de bonnes personnes qui essayent de faire leur travail de la meilleure façon possible. Et c'est important parce que votre travail est si important. Donc, je demande à nos ancêtres d'être ici avec nous et de nous voir avoir cette conversation pour qu'on puisse se sentir appuyé, qu'on puisse sentir qu'il y a une présence avec nous durant la conversation d'aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une très belle journée et une très belle nuit. Merci beaucoup, Salish, pour cet accueil. C'est chaleureux. C'est toujours bien on est toujours content d'avoir quelqu'un pour ouvrir nos événements comme celui-ci. Je m'appelle Keitha Mercer. Bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui sur l'intention à l'action et l'inclusion dans les communautés d'ES-LGBTQ. Je suis directrice des initiatives communautaires et des subventions à la Fondation canadienne des femmes et joyeuse fierté. Donc, je voulais commencer avec une reconnaissance territoriale pour la Fondation et pour moi. Et je dois remercier la Fondation pour un salaire équitable pour cette reconnaissance particulière. Donc, je veux commencer aujourd'hui avec la reconnaissance colonisatrice. Aujourd'hui, donc, je m'appelle Keitha Mercer, je suis la 5e génération d'immigrants européens de l'Est, qui ont immigré dans les territoires du traité 4 et 6 qu'on connaît sous le nom de Saskatchewan. Et je veux m'engager en tant que colonisatrice à honorer et prendre action pour la construction de bonnes relations avec les communautés autochtones de mon territoire. Aujourd'hui, je vais vous demander à tous et à nous tous, en tant que colonisateurs, de prendre des actions concrètes pour la reconnaissance de toutes les nations autochtones, les territoires autochtones et les structures coloniales de notre système qui continuent à opprimer les peuples. Plusieurs d'entre nous
n'ont pas toujours fait cette reconnaissance. Les colonisateurs ont eu une relation de génocide culturel avec les Premières Nations. Les colonisateurs n'ont pas respecté les traités qui ont été signés avec les Premières Nations et ce bafouement de ces traités a encore des conséquences qui durent jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, de reconnaître les territoires traditionnels et non cédés des Premières Nations, c'est une première petite étape vers une plus grande reconnaissance. Nous reconnaissons la présence autochtone sur ces territoires depuis très longtemps. Donc, je suis ici sur le territoire que les colonisateurs appellent Toronto, qui inclut les nations Anishinaabe, Mississauga, les Ojibwe, Chippewa et les Wendat. Nous reconnaissons que Toronto fait partie des territoires du traité 13. Aujourd'hui, nous vous demandons de réfléchir à tous ces faits, de penser à vous en tant qu'individu. Quels sont vos rôles dans vos organisations et quelles actions concrètes vous pourriez prendre pour reconnaître les droits des peuples autochtones? Et nous reconnaissons aujourd'hui que cette reconnaissance n'est qu'une première étape. Donc, nous vous demandons de reconnaître le territoire duquel vous vous joignez dans le chat aujourd'hui. Si vous n'êtes pas sûr du territoire traditionnel sur lequel vous vous trouvez, vous pouvez utiliser le site web qu'on va mettre dans le chat tout de suite pour aller vérifier où vous vous trouvez. Donc, je suis très heureuse de vous présenter 4 panélistes qui vont parler de comment ils sont passés à l'action concrète pour l'inclusion des communautés d'ES-LGBTQ, autochtones ou pas, dans leur travail. Donc, je vais d'abord inviter Noah du réseau Enchanté à se présenter. Merci tout le monde pour organiser l'événement d'aujourd'hui. Je m'appelle Noah, j'utilise le pronom lui. Je suis le coordinateur de programme avec le réseau Enchanté. Je travaille avec le réseau depuis 4 semaines dans ce rôle. Mais avant ça, moi, je suis un travailleur social de formation. J'ai travaillé pendant plus de 4 ans dans différentes organisations d'ES-LGBTQ à Toronto et dans différentes organisations en Ontario. Donc, je suis très contente d'être ici avec vous et d'avoir cette conversation avec vous aujourd'hui. Merci, Noah. Maintenant, je vais inviter Dinah à se présenter. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Dinah Lee Tran. Je coordonne les programmes pour l'alt accueil BIPOC non-binaire de Planned Parenthood à Toronto. Nous avons aussi un comité consultatif jeunesse qui nous aide à gérer cet alt accueil aussi. Nous sommes un centre communautaire et un centre de santé qui fait la promotion de la santé sexuelle et le bien-être général des jeunes. Nous travaillons à Toronto. Nous sommes complètement ouverts à toutes les différentes communautés marginalisées autour de nous et nous travaillons avec elles. J'invite maintenant Shania à se présenter. My name is Shania. Je m'appelle Shania. Je viens de Kanawagé et du Guatemala. Je suis ici sur le territoire non cédé des peuples Kalinkahaga et mes pronoms sont... J'utilise le pronom elle. Et pour terminer, Marcus. Merci, Keita. Merci à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Je m'appelle Marcus Reed. Mon nom traditionnel est Kaniagalis, qui veut dire qui vole à travers le monde. Et ici, c'est le matin, donc je vous dis bonjour et bienvenue dans ma langue traditionnelle. Je suis très contente d'être dans l'espace d'aujourd'hui.
J'ai 22 ans, je suis partie de la jeunesse queer autochtone. Je travaille à UBC. Je travaille de façon, je fais de l'animation de façon autonome et je travaille aussi dans le monde de l'activisme. Donc, je me retrouve dans différents types d'espaces, mais souvent, je ne vois pas d'autres personnes qui sont queer, bispirituelles ou BIPOC. Je ne les vois pas assez, donc j'aimerais et je suis content de voir plus de ces personnes-là aujourd'hui avec moi. Donc, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Donc, nous allons maintenant passer à travers quelques questions. Vous allez avoir l'occasion de nous parler un peu de votre travail. Si vous avez certaines questions qui vous viennent en tête pendant la discussion, vous pouvez utiliser la boîte questions et réponses au bas de votre écran. On va les poser vers la fin de l'événement d'aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on a de l'interprétation aujourd'hui en français et en anglais. Donc, c'est l'icône en forme de globe terrestre au bas de votre écran. Et si vous avez des problèmes techniques, nous avons deux personnes qui peuvent vous aider avec ça, Michelle et Liva, que vous pouvez trouver dans la liste des participants en ce moment. Donc, commençons avec les questions de base. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du contexte dans lequel vous travaillez? Donc, je vais commencer avec Dinah Lee. Oui, donc comme je l'ai mentionné, je travaille dans une alte accueil BIPOC non binaire. Donc, nous travaillons de façon bi-hebdomadaire. Nous avons 3 ou 4 sessions. C'est un espace, en fait, pour les jeunes qui sont non-binaires, qui ne se confondent pas au genre, ou à tous les jeunes aussi BIPOC qui peuvent venir relaxer ici. Nous avons écouté des films, nous lisons des différents documents et ces temps-ci, nous célébrons aussi la fierté ensemble. Donc, on offre un espace pour que les jeunes puissent explorer la question du genre à leur propre manière et de façon complètement libre. Merci. Marcus, pourrais-tu parler un peu du contexte dans lequel tu travailles? Oui, je dirais que le contexte du travail que je fais, c'est les changements sociaux, les changements de politique. Je travaille beaucoup pour engager les communautés marginalisées auxquelles je fais partie ou avec lesquelles je suis en solidarité. Donc, mon travail de tous les jours, en fait, c'est d'appuyer des programmes d'étudiants, d'appuyer aussi les étudiants de couleur et les étudiants bispirituels ou de la communauté LGBTQI. Et on essaye aussi, et je travaille aussi pour apporter des changements aux politiques de l'Université de Colombie-Britannique. Mais dans mon travail autonome, je fais du travail qui est similaire, mais c'est moi qui peux le gérer de façon plus précise. Donc, je travaille avec différentes organisations, différentes institutions, mais ça revient toujours à mes valeurs pour le changement social et mes valeurs, mes valeurs qui sont d'appuyer le changement qui est nécessaire dans notre monde. Merci beaucoup. Shania, quel est le contexte, pardon, dans lequel tu travailles? Oui. Donc, je suis une étudiante à temps plein à UBC, mais je travaille avec la jeunesse depuis plus de 10 ans maintenant. La jeunesse BIPOC, mais surtout avec des jeunes autochtones. Donc, je fais différents types de travail avec eux qui se basent sur la communauté autochtone queer. J'ai aussi fait du travail dans différentes politiques. Et en fait, beaucoup de ce que je fais est très en ligne avec ce que Marcus fait aussi. Nous avons vraiment un très, très beau panel. Et en fait, on s'est rencontrés avec Marcus dans différents panels durant cette pandémie. Donc, je suis très contente d'être avec Yel aujourd'hui. Noah, le contexte de ton travail? Oui, je travaille avec le réseau Enchanté. Je coordonne les projets et les programmes pour celles d'entre vous qui ne connaissent pas Enchanté.
Donc, on existe depuis environ 1 an et demi. On est assez récent. On est un réseau national qui connecte les organisations de LGBTQ à travers l'île de la Tortue, qu'on connaît sous le nom de Canada. Et notre but, c'est d'appuyer les membres. On a différentes organisations qui font partie, qui sont membres de notre organisation. Donc, on essaie de pouvoir avoir le plus de services qu'on peut offrir à la jeunesse de LGBTQ. On essaie d'encourager la collaboration entre nos membres. On a différents programmes qui encouragent ça. On a différents événements qui permettent à différentes organisations de se parler, de connecter. Nous récoltons aussi des fonds pour nos membres à travers certaines bourses gouvernementales pour voir comment est-ce qu'on pourrait être un genre de lien pour créer. On veut pouvoir créer des liens des organisations qui en ont besoin et le gouvernement fédéral. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de travail de première ligne, mais qui ont besoin d'une certaine aide ou d'un certain appui. Et personnellement, je fais ce travail du point de vue de quelqu'un qui est noir et de descendance jamaïcaine. Donc, pour moi, c'est très important pour moi de faire ce travail pour ma communauté, mais aussi en tant que moi, membre de la communauté. Je pense que c'est important pour la communauté noire, mais je veux aussi amplifier la voix des jeunes autochtones et bispirituels dans mon travail. Merci. Je pense que vous avez tous mentionné cet aspect-là, mais comme ceci est un webinaire sur l'appui aux communautés de LGBTQ, est-ce que vous pourriez parler un peu de pourquoi est-ce que c'est important d'appuyer cette communauté-là de façon spécifique dans votre travail? Donc, Noah, je pense que tu l'as mentionné un peu. Je vais peut-être te laisser continuer. Oui, je pense que c'est très important d'appuyer la communauté de LGBTQ parce que cette communauté-là, ce sont des personnes qui ont besoin d'appui, qui ont besoin de ressources, particulièrement lorsqu'on pense aux différentes choses, tous les différents éléments de la société qui sont encore très importants, l'homophobie, la transphobie. Ce sont des choses qui perdurent dans la société et qui continuent à marginaliser les personnes de LGBTQ. Donc, c'est très important, c'est nécessaire qu'il y ait une certaine forme d'appui qui soit dédié à cette communauté-là et par et pour cette communauté. C'est important de créer cet espace, particulièrement quand on considère la violence disproportionnée que ces personnes-là vivent et aussi c'est important en pensant à notre histoire. La diversité sexuelle, la diversité de genre, quelque chose qui existe dans nos communautés depuis avant la colonisation. Donc, comment est-ce qu'on peut revenir vers cette compréhension que que nous avons du pouvoir, qu'on est des personnes magiques et que nos personnes doivent être célébrées et reconnues. Donc, comment est-ce qu'on peut reconnaître cette marginalisation, mais aussi reconnaître les histoires où on a été mis de côté, mais pouvoir être capable d'utiliser ça pour nous donner plus de pouvoir. Donc, je pense qu'il y a plusieurs des panélistes qui sont d'accord avec moi quand je dis qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent en première ligne pour essayer de créer le changement qui est nécessaire pour les personnes de LGBTQ. Et ces personnes-là ont besoin d'appui. Donc, c'est important que ça continue à se faire et qu'on puisse appuyer ces personnes-là. Oui, je suis tout à fait d'accord. Shania, voudrais-tu parler un peu de ta perspective, ton point de vue? Oui, donc, je pense que Noah l'a vraiment dit parfaitement. Merci beaucoup. Je me suis vraiment reconnue dans ce que tu as dit, mais je pense que ce que je pourrais dire, c'est que pour mon contexte particulier, je travaille surtout dans le monde des arts et ce qu'on voit beaucoup, c'est des hommes cis et hétéros qui sont mis de l'avant souvent. Et c'est important qu'on ait des personnes queer, des personnes autochtones qui soient mis de l'avant. Il faut qu'on ait un système qui soit beaucoup plus inclusif, qui ne soit pas aussi binaire en termes de genre, qu'on n'ait pas à se conformer par rapport à la société ou par rapport à ce que la société veut qu'on soit. Donc, je pense que c'est encore plus important de décentraliser ce point de vue blanc suprémaciste qui nous dit qui on est et ce dont on a besoin. C'est important qu'on ait des personnes bispirituelles, des personnes queer, noires, autochtones, des personnes de couleur qui soient
à l'avant, qui soit à la tête de ces mouvements-là, parce que c'est qui nous permettent d'avoir le contexte, de contextualiser nos besoins et nous permettent de penser au-delà de la boîte coloniale et binaire. Yeah, it gets to the intersectionality, right? Oui, on touche le thème de l'intersectionnalité. L'identité n'est pas simple, n'est pas unique, donc il faut qu'on ait un espace pour tous et toutes. Marcus, pourrais-tu parler un peu de ton point de vue? Oui, je vais essayer de résumer un peu. Il y a deux choses. Je pense que je peux dire que ma première expérience dans la recherche sur les politiques publiques, où j'ai vu qu'il y a vraiment eu un besoin pour un appui pour les personnes trans et spirituelles et LGBTQ2S. Donc, je vais partager un peu cette expérience. Donc, j'ai eu l'occasion de faire de la recherche sur un de mes intérêts personnels et c'était ce que j'ai choisi, c'est d'avoir une bulle d'anti-oppression. Je veux que l'anti-oppression, ce soit dans tous les milieux de travail. Je veux des endroits sûrs pour que tout le monde puisse aller au travail sans qu'ils doivent se préoccuper du racisme, de la xénophobie, de toute forme de discrimination, en fait. Donc, il y a quelques recommandations spécifiques que j'ai trouvées, c'est que le besoin pour les personnes trans et autochtones, il y a des besoins qui ne sont auxquels il n'y a personne qui répond. Il faut vraiment il faut qu'on aille plus loin que la binarité. Il faut qu'on pense aux droits humains pour les personnes trans qui devraient être respectés dans tous les milieux de travail. Et mon expérience personnelle m'a montré que Shani a un peu parlé, mais quand on fait du travail qui est basé sur le territoire ou dans l'activisme en général, c'est important de réfléchir à qui est mis de l'avant. C'est pas nécessairement qui est à la tête, mais ce qu'on voit souvent, c'est que ce sont des hommes cis hétéros et ça devient, ça fait perdre une certaine forme de pouvoir au reste de la communauté, aux personnes de couleur, aux personnes queer. Et personnellement, il y a des moments où moi, j'ai eu besoin d'un certain appui et où je ne l'ai pas eu. Par exemple, quand quelqu'un ne comprend pas ma relation au genre, à l'école, au travail, ou et on ne me reconnaît pas en tant qu'individu, en tant que la personne que je suis. Et ça, vraiment, ça me brise le cœur, très honnêtement. Et c'est difficile de pouvoir m'aider moi-même et aider les personnes bispirituelles et trans autour de moi. Il faut vraiment mettre en pratique les intentions, ces intentions de créer des espaces plus sûrs lorsqu'on prend des actions et lorsqu'on travaille pour créer des actions. Donc, il y a ces deux idées qui sont les intentions et les actions concrètes et ça doit se combiner pour arriver à un vrai changement. Merci, oui. Je pense que Noah avait parlé un peu avait mentionné la violence envers les personnes trans, les personnes bispirituelles. Et ça aussi, ça rentre dans le travail. La question du travail aussi fait partie de cette question-là aussi. Donc, merci de l'avoir mentionné. Dinah-Lee, pourrais-tu parler un peu de pourquoi est-ce que c'est important dans le travail que tu fais? Oui, ça va ressembler un peu à ce que Noah, Shania et Marcus ont déjà dit. Ils ont tous apporté des éléments extrêmement intéressants. Ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de pression lorsqu'on sait qu'on est la seule personne, par exemple, dans une organisation avec une identité intersectionnelle. Donc, ça devient notre rôle de penser à toutes ces affaires-là parce qu'il n'y a personne qui y pense.
Donc, je dirais que c'est important parce que si vous voulez grandir comme organisation, vous devez penser à qui se retrouve dans les positions de pouvoir et comment est-ce qu'ils peuvent appuyer mieux les personnes qui sont en première ligne et qui font, très honnêtement, la majorité du travail. Donc, et des fois, ça demande un changement de qui est dans les positions de pouvoir. Peut faire partie des premières étapes. Oui, absolument, et je pense que vous l'avez tous un peu mentionné, que d'imposer à quelqu'un de choisir une seule identité pour qu'il puisse participer dans un milieu de travail ou dans un environnement, ça bloque toutes les possibilités. Et d'être la seule personne qui doit faire tout le travail dans n'importe quel contexte, c'est difficile, mais c'est épuisant, en fait. Et ça nous rend plus vulnérables. Notre première question porte sur des actions concrètes que vous pourriez recommander. Marcus, je pense que tu avais commencé à parler de certains éléments d'action concrètes, certaines recommandations que tu pourrais avoir. Est-ce que tu pourrais parler un peu de... je pense que je vais te laisser continuer sur ce point-là. Oui, non, oui, j'aimerais parler un peu plus de cette question-là. C'est tellement important, non? J'aime beaucoup cette question, j'aime beaucoup que cette question soit présente parce qu'il y a dans les événements, on peut se réunir et avoir des discussions et avoir un dialogue, mais d'avoir l'opportunité de penser à des actions, ça nous permet d'aller au-delà de ce panel d'aujourd'hui. Et moi, je reste assez... je continue à penser à l'importance de créer des espaces de façon qui sont sûrs, de façon très consciente. L'égalité de genre, il faut garder l'égalité de genre en tête pendant la planification, pendant l'utilisation de l'espace, que ce soit simplement d'encourager les gens à partager les pronoms qu'ils utilisent ou de présenter vos pronoms. Ce sont des actions qui peuvent avoir l'air un peu différentes, qui peuvent surprendre un peu, dépendamment de où est-ce que vous êtes. Et je ne voudrais certainement pas rajouter au travail qui doit être fait par toutes les personnes bispirituelles, queer ou BIPOC, et toutes les personnes qui sont marginalisées, mais pour les personnes qui ont le privilège, quand on parle d'égalité de genre, je demandais aux hommes, en fait, je demandais aux hommes d'utiliser leur pouvoir et leurs privilèges pour que nos espaces deviennent... Parce que ce sont ces personnes-là qui contribuent le plus à la violence. Donc, écoutez les gens trans, les gens queer autour de vous. Écoutez les personnes qui ont des solutions en tête. Et n'oubliez jamais l'intersectionnalité, pas seulement l'intersectionnalité de l'oppression, mais aussi de tous les privilèges, de reconnaître, de mettre en pratique cette idée que nous avons tous du pouvoir, nous vivons tous dans l'oppression, nous avons tous du privilège, nous avons tout ça en nous. Donc, c'est un peu une grande histoire de mes pensées, mais c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Merci. Et merci beaucoup et merci d'avoir aussi mentionné que nous avons aussi des privilèges intersectionnels. Je pense que ça aussi, c'est très important. Shania, aurais-tu des actions concrètes ou des recommandations d'actions concrètes que quelqu'un pourrait apporter dans une organisation ou dans leur milieu? Oui, c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui ont beaucoup à voir avec ce que Marcus vient de mentionner. Et ça se base aussi sur le travail qu'on a fait et notre expérience. D'abord, je pense que de reconnaître qu'il y a un besoin d'une restructuration dans les organisations, une compensation qui tient en compte tout le travail, non seulement le travail physique, mais le travail émotionnel, le travail mental, le travail d'initiative, créer des positions pour différents programmes et pour différents travailleurs et travailleuses et pour des initiatives qui permettent la stabilité financière des personnes autochtones, BIPOC. Parce que ce sont ces personnes-là qui sont en train de restructurer
tout ce système colonialiste, capitaliste blanc, c'est si important. Ce travail-là est si important. Et ce que ça veut dire, c'est que les hommes blancs, cis et hétéros, qui sont les plus privilégiés, doivent reculer un peu et réaliser que notre expérience de vie est tout aussi importante tout aussi importante que ce que vous avez fait grâce à votre privilège. Donc, écoutez nos voix, mettez nos voix au centre de la conversation, financez nos actions et appuyez-nous parce que nous sommes et nous allons être vulnérables. Le travail qu'on fait est difficile et des fois, on a simplement besoin de quelqu'un qui peut nous aider à alléger un peu le fardeau du travail que l'on porte sur nos épaules. Oui, tout à fait d'accord. De vraiment financer les belles intentions qui sont dites à voix haute des fois. Et oui, de reconnaître l'expérience vécue des gens aussi, c'est très important. C'est comme ça qu'on peut vraiment apporter un changement. Noah, Yeah, for vas-tu nous sure. parler un peu d'actions concrètes? Oui, oui, bien sûr. Marcus et Shania ont vraiment ils ont dit des choses extraordinaires et je pense que je vais commencer par simplement faire écho à cette idée de l'écoute. L'écoute, c'est très important. Il y a des personnes qui font beaucoup de très bon travail pour les communautés de SLGBTQ. Ils font partie des communautés. Donc, c'est un défi que les panélistes ont déjà mentionné. Travailler pour la communauté, en faisant partie de la communauté, ça peut être très difficile, ça peut être fatigant, ça peut être très intense de différentes façons. Donc, d'écouter, de réaliser que c'est le cas et de reconnaître ça, c'est une des premières étapes. Donc, je voulais faire écho à ça. Et Shani a parlé de la restructuration. Et ce que je pense là-dessus, c'est que vous devez être confortable avec l'idée d'être inconfortable. Les choses vont changer, les choses ne seront pas aussi stables qu'elles l'étaient. La société commence à se diriger vers des meilleures conditions. Mais le travail que ça prend, et c'est un travail auquel vous arrivez avec une différente histoire, différents privilèges, ça peut être un mouvement, une transition qui est difficile et inconfortable. Le changement en général, c'est inconfortable. Et quand on le fait d'une façon qui inclut nos traumatismes, on parle de notre expérience vécue, ça peut être inconfortable. Ça peut être très facile de prendre des choses très, très personnelles. Donc, il faut reconnaître les systèmes dans lesquels on vit, reconnaître l'histoire de différents peuples. Ce ne sont pas des opinions, ce ne sont pas des questions d'ouverture qui sont ouvertes à une discussion, ce sont des faits. Donc, j'aime penser à ces éléments-là. Donc, quand je pense à différentes organisations qui, par exemple, Gently, je sais nous sommes avec la Fondation canadienne des femmes aujourd'hui, mais mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir le mot femme dans l'organisation? Est-ce que vous faites ce travail? Est-ce que vous avez la capacité de faire ce genre de travail? Il faut avoir les outils nécessaires. Et si vous voulez faire tout ce travail, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'il faut changer le nom d'organisation pour refléter la communauté avec laquelle vous voulez travailler plus dans le futur. Peut-être que ça veut dire que certaines personnes vont devoir être envoyées parce que ce sont des personnes qui ne comprennent juste pas, ils ont un biais qu'ils ne sont pas prêts à apprendre, ils ne sont pas prêts à changer leur façon de penser. Donc, la restructuration, ça peut être très inconfortable parce que elle nécessite des conversations qui sont difficiles à avoir. Donc, c'est quelque chose que je voulais mentionner aussi. Et je pense aussi que de façon assez générale, il y a certaines actions concrètes. Les personnes qui financent l'organisation peuvent avoir beaucoup de pouvoir dans cette inclusion des individus, des organisations de SLGBTQ, peuvent aider les gens à appliquer, à s'inscrire à différentes bourses. C'est des choses qui peuvent être difficiles à faire parce qu'il y a beaucoup d'administration, beaucoup de documents à remplir. S'assurer que l'accessibilité à ces fonds-là est ouverte à tous parce que ce n'est pas tout le monde qui est allé à l'université ou qui a les capacités de remplir tous ces critères-là. Donc, je pense à nos organisations membres. On a plus de 120 organisations dans notre réseau qui font du travail extraordinaire, mais le manque de ressources, c'est quelque chose qui est très, très important dans notre monde. Les gens se battent pour les mêmes fonds. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer d'aller au-delà de ça? Donc, vraiment, mon rêve, quand je pense aux actions concrètes, mes rêves par rapport à la diversité, ce que je veux, en fait, c'est que tout le monde ait plus de fonds, plus de ressources pour faire ce travail qui est si important. Ça, c'est mon rêve.
Merci. C'est vrai que de créer des espaces pour différentes façons pour les différentes identités, c'est extrêmement important. Donc, merci. Merci aussi d'avoir parlé de l'importance des mots. Dainali, as-tu quelques actions concrètes que tu pourrais recommander? Oui, absolument. Simplement pour rajouter à ce que Noah disait là, par rapport au financement, et pour les personnes qui ont, les organisations qui ont cet argent-là, c'est aussi important et c'est aussi possible de simplement donner de l'argent aux gens et de les laisser faire ce qu'ils ont besoin de faire avec. C'est sûr qu'il y a des règles, c'est pas aussi facile que ça, mais laisser les gens utiliser l'argent d'une façon qui les aide vraiment. Donc, c'est quelque chose auquel il faut aussi penser. Et vous ne devez pas toujours contribuer à une conversation pour pouvoir apprendre quelque chose, une conversation. Des fois, l'écoute, souvent, c'est l'écoute est suffisante. Et pour nous, bien sûr qu'on regarde, est-ce que vos politiques sont basées sur le genre, sont encore basées sur le genre? Pensez aux différentes façons dont les congés sont faits. Pensez à la programmation. Assurez-vous que votre programmation est plus inclusive des personnes trans, des personnes de LGBTQ, des personnes autochtones. Pensez aussi à la façon dont vous genrez les personnes, même au téléphone. C'est quelque chose qui arrive souvent. Par exemple, nous venons de changer notre déclaration d'équité il y a quelques mois. On l'a retravaillé il y a quelques... et ça inclut aussi quelques actions qui pourraient être intéressantes à voir. Donc, je vais mettre le lien dans le chat. Et je dirais aussi que certaines personnes ont déjà mentionné la formation, les formations pour des grandes organisations, mais c'est pas une question. Et ces formations-là ne sont pas des choses qui arrivent une seule fois. Et ensuite, c'est fini, c'est fait. C'est des choses qui doivent être refaites, qui doivent être mises à jour, donc à chaque 6 mois, à chaque quelques mois. Donc, vraiment, engagez-vous dans ce travail-là si vous voulez le faire comme il faut. Oui, je suis vraiment tout à fait d'accord avec cette idée des formations et d'implanter ces formations-là d'une façon qui est vraiment efficace et de toujours le revisiter aussi parce que c'est jamais terminé. Nous avons un peu de temps pour les questions des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Si vous avez une question, s'il vous plaît, sentez-vous bien à l'aise de l'écrire dans la boîte questions et réponses au bas de l'écran. Noah et Dainali ont parlé de différentes personnes qui financent ces organisations. Donc, on a une question ici qui vient de Marlo qui demande quelles seraient vos recommandations pour les financeurs privés et au niveau gouvernemental pour leur appui aux communautés. Dainali, tu avais commencé à parler de ça, donc peut-être je vais te laisser parler un peu plus de cette question-là. Je pense que pour moi, personnellement, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de financement il y a beaucoup de financement qui est basé sur le fait que les personnes doivent avoir terminé leur éducation secondaire et ce n'est pas toujours le cas dans nos communautés. Des fois, il faut être à l'école et aussi avoir moins de 30 ans ou être en train de revenir à l'école. Ça peut être une barrière assez grande pour certaines personnes et pour beaucoup de personnes ou pour les personnes qui sont un peu entre deux emplois, entre deux situations. Donc, ça, c'est une des choses les plus... c'est quelque chose que j'ai vu souvent où, oh, quelle belle opportunité, quelle belle occasion. Et là, on regarde les critères et c'est bon, ben, ça brise le cœur de voir qu'on peut pas utiliser ces ressources-là. Non, c'est vrai, ça me fait penser aux différentes façons, les différentes façons dont les critères pour des bourses ou pour des fonds, pour des emplois sont basés sur la trajectoire de vie des personnes qui sont majoritairement blanches, hétéros, cis, l'école, à l'université. Donc, des fois, les vies des personnes de LGBTQ sont plus souvent interrompues. Ça peut prendre, dans certains cas, les personnes sont sans abri pendant un moment, ils ont des problèmes familiaux. Donc, d'aller à l'université, d'aller à l'école, ça peut prendre plus de temps. Donc, ces longues listes de critères peuvent vraiment être un obstacle important. Très, très bon point. Veux-tu parler un peu plus
Noah, du financement, simplement pour ajouter à ce que Diana Lee parlait. Oui, c'est important de rendre les choses plus accessibles et plus flexibles en se basant sur les communautés dans lesquelles vous voulez distribuer des fonds ou redistribuer des fonds. Donc, le processus pour appliquer au financement en tant qu'organisation, ça serait pratique d'avoir une communication continue entre les personnes qui sont en train d'appliquer et les financeurs. Donc, si vous avez une session d'information, c'est toujours bien. Avoir une adresse courriel où les gens peuvent vous envoyer des questions ou peut-être vous envoyer un brouillon et vous pouvez dire, quelqu'un dit, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est le type de langage qui est important? Parce que souvent, dans ce genre de situation-là, la façon dont on écrit est très important. Des fois, les gens ne sont pas sûrs de quel ton adopter. Certaines personnes ne sont pas habituées à appliquer pour du financement. Et tout ce qu'ils veulent faire, c'est faire leur travail. Donc, des fois, ce n'est pas clair quel genre de ton, quel genre de langue est nécessaire, quels sont les paramètres. C'est assez utile d'avoir quelqu'un qui est une personne contact, de dire, si vous avez des questions, contactez cette personne. Si vous voulez recevoir de la rétroaction sur un brouillon, voici telle personne. Parce que souvent, des programmes comme ça, des programmes de financement sont basés sur un système très compétitif. On dit il y a 10 personnes qui l'ont reçu, 30 qui ne l'ont pas reçu. Donc, pensez à ce processus-là, pensez à la façon dont ça crée de la compétition des organisations qui n'est pas nécessaire. Je pense que c'est important de penser en tant que financeur, qu'est-ce que vous donnez, par exemple, si certaines personnes reçoivent du financement de wage, des fois, le financement dépend du nombre de femmes qui ont été aidées, du nombre d'hommes qui ont été aidés. Et ça peut être des choses qui sont difficiles à quantifier parce que nous, on travaille, on est au service de personnes qui, des fois, ne se conforment pas à ce genre binaire, mais c'est ça que certaines organisations veulent voir avant de financer. Donc, de comprendre ces défis-là dans vos programmes, ça vous permet de créer des programmes qui reflètent mieux les communautés que vous voulez aider. Aussi, du financement qui est financement désigné ou du financement qui est dédié aux communautés de SLGBTQ, ça peut toujours aider, mais parce que nous avons besoin de paramètres qui sont en ligne avec le travail qu'on fait. Et je pense aussi que de mettre l'emphase, il y a l'information quantitative ce que je viens de parler qui peut être difficile à naviguer, mais l'information qualitative aussi est très importante. Donc, il y a cette binarité qui existe quand les gens font leur rapport aux financeurs. Le quantitatif est si important parce que c'est là qu'on peut voir l'impact qui a été fait. C'est l'impact il y a un impact qu'on ne peut pas décrire avec des numéros. Donc, il faut peut-être réfléchissez à l'importance de l'aspect qualitatif de l'aide et de l'utilisation des finances au lieu de vous concentrer simplement sur les statistiques parce que je ne vais pas commencer tout un autre débat, mais les statistiques, les numéros, c'est des concepts qui sont très colonialistes. Donc, vous pouvez aussi penser à ça. Je ne m'étendrai pas plus sur la question. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup d'informations à laquelle penser. Shania, des recommandations pour les financeurs et le financement en général? Je pense que vous en avez déjà parlé de façon tellement claire, donc je ne voudrais pas prendre de temps pour... je ne veux pas diverger trop de ce qui a été dit. C'est sûr que oui, la diversité, c'est important. Même les personnes dans nos communautés, même si nous faisons partie des communautés marginalisées, il y a souvent des gens qui ont des privilèges, même dans ces communautés-là, qui sont plus près d'une certaine blancheur, d'une certaine stabilité économique, qui finalement auront un effet, en essayant d'aider la communauté, fait un peu le contraire sans y penser parce qu'il rajoute des obstacles. Donc, de garder tout accessible, c'est vraiment un élément clé, mais c'est ça. Et Marcus, veux-tu rajouter quelque chose? Je vais aussi parler très rapidement, mais donc, je suis d'accord avec ce que les autres panélistes ont déjà dit, mais comme Shania a dit, le besoin, c'est vraiment
l'important de donner du financement. Je peux donner un exemple, un bon exemple. Il y a des bourses opérationnelles pour des personnes ou des organisations, de personnes de couleur. Par exemple, moi, j'ai appliqué et même je me disais, ah oui, là, j'ai tout un programme. J'avais l'idée il fallait que je demande de l'argent pour un programme en tant que tel. Mais en fait, la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que non, c'est qu'on donne simplement du financement aux gens. Il faut les laisser faire ce qu'ils veulent faire, les laisser, leur donner l'opportunité de simplement vivre leurs aspirations. Et ça, c'est vraiment en ligne avec l'avenir que moi je vois, auquel j'aspire. Mais à long terme, je pense que les organisations et le gouvernement ont vraiment le devoir d'offrir les réparations pour les injustices et les injustices que les personnes marginalisées ont vécues et vivent encore aujourd'hui. Donc, les bourses opérationnelles, en ce moment, c'est bien, mais tout en ayant des conversations sur comment est-ce qu'on peut faire une transition vers la justice et l'importance de cette transition-là. Et les gens qui travaillent qui travaillent sur ces questions-là, payez-les. Assurez-vous que les espaces dans lesquels ils travaillent sont sûrs pour que parce que ce n'est pas, on ne cherche pas seulement un objectif de dire, ah, ben, on s'est rendu ici, on a cette bourse. C'est dire, mais non, comment est-ce qu'on est arrivé là? Quel a été le processus qui a été utilisé? Donc, rappelez-vous que les choses doivent être faites bien. L'important, ce n'est pas seulement le résultat, la conclusion, le processus en tant que tel est important. Donc, et je pense que pour faire ça, d'entendre la conversation aujourd'hui, vraiment, je trouve que c'est très révolutionnaire et c'est ça dont on a besoin. On a besoin d'une révolution, en fait. Oui, je suis en accord complètement. Donc, on a beaucoup de questions. On va essayer de répondre au maximum de questions possibles, mais sachez que si on n'y répond pas toutes, c'est à cause d'une question de temps. C'est vraiment juste à cause du temps. Mais je voudrais parler de ceci parce que vous avez tous parlé d'obstacles, de barrières. Et il y a quelqu'un, Sydney demande on a parlé beaucoup, à la fierté cette année, on parle beaucoup du rainbow washing dans différentes organisations. Sydney travaille dans une organisation de santé mentale. Donc, Sydney demande comment aller au-delà des collants arc-en-ciel et des déclarations vides. Donc, comment est-ce qu'on peut détruire certains des obstacles qui sont encore présents? Je vais Ici, je vais parler un peu de mon expérience personnelle. Je viens de travailler avec une organisation de santé qui avait toute une semaine de la fierté pendant laquelle... Et il y avait beaucoup de ce qu'on appelle ce rainbow washing, cette espèce de nationalisme. C'est une organisation qui travaille avec des personnes autochtones, mais ce sont des colonisateurs qui la gèrent. C'était des personnes cis et hétéros qui la gèrent. Et ça a vraiment... Et je pense que c'est vraiment passé à côté de ce que la communauté a vraiment besoin. Il faut reconnaître que... Il faut aller au-delà d'avoir un collant arc-en-ciel sur la fenêtre. Il faut reconnaître les défis que la communauté avec laquelle vous travaillez les défis spécifiques de la communauté avec laquelle vous travaillez. Par exemple, dans ce cas-ci, on n'avait même pas d'eau potable, il y avait beaucoup de violence, on vivait avec la suprématie blanche extrême. Et donc, la représentation de personnes queer, ce n'était pas assez. Il fallait reconnaître que nous sommes ici et que la violence ne fait qu'augmenter pour nous. Et c'est encore pire pour les personnes dont la peau est plus foncée. Donc, il faut reconnaître que si vous voulez parler de ces expériences-là et de cette communauté-là, vous devez avoir une certaine expérience de vie par rapport à ces questions-là, parce que si vous ne le faites pas, vous pouvez en fait
blesser les gens. Et c'est certainement pas ça qu'on veut. Vous voulez vous assurer que les gens, que les communautés avec qui vous travaillez sont vraiment dans une situation où ils ont un endroit sûr où dormir, qu'ils sont en bonne santé, qu'ils ont les moyens d'être en bonne santé. Vous voulez être sûr que les gens, après avoir, que les gens, après être passés par votre organisation, repensent à leur façon de penser le monde. Et vous devez aussi vous assurer de leur sécurité. C'est ça qui est à la base de tout. Yes, thank you very much for bringing that up and talking. Oui, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup d'avoir parlé de ça, non seulement de la sécurité, mais aussi du fait que We have to, create space for more. du fait qu'il faut créer un espace. Once you bring two us LGBTQ people to the table, what else are we talking Donc, il faut créer un espace qui va au-delà de simplement inclure des personnes de SLGBTQ à la conversation. Qu'est-ce qui se passe après la conversation? Merci. Merci beaucoup d'avoir parlé de ça. Noah, est-ce que tu voudrais parler un peu de comment est-ce qu'on peut aller au-delà des collants arc-en-ciel et de la semaine de la fierté? Oui, j'aime beaucoup cette question parce que, pour parler un peu de mon expérience personnelle, moi, je me rappelle que lorsque j'étais beaucoup plus jeune, je cherchais un docteur, un médecin de famille qui pourrait me prescrire des hormones. Et il y a quelqu'un que je connaissais qui avait mis, qui a fait une publication dans un réseau social. Et quelqu'un avait dit, bah, je travaille dans une clinique où les toilettes ne sont pas genrées. Et donc, je suis allée, je me dis, bah, j'arrive là, il y a des drapeaux arc-en-ciel partout. Et, et, et quand quand je commence à parler au médecin, on me dit, non, je connais rien à ça, les hormones, je peux rien faire pour toi. Donc, je donne cet exemple-là pour dire, c'est très facile d'avoir des collants, d'avoir des drapeaux, des salles de bain. Mais vous devez vous assurer que quelqu'un comme moi ou autre personne de la diversité de genre et sexuelle puisse se présenter et ne pas être, ne pas se faire blesser, en fait, dans vos organisations. Donc, il faut vraiment planifier de façon stratégique comment est-ce que vous allez faire que vos services et vos organisations soient vraiment inclusives. Le faire de façon de le faire de façon interne pendant longtemps, vraiment retravailler les idées, clarifier les idées avant de placarder des affiches et de parler de tout ça sur les réseaux sociaux parce que je pense que ça, ça peut être un problème pour les organisations euh, d'avoir l'air très inclusif sans l'être pour vrai. Yes, absolutely. It comes back around to Oui, ça revient à ce que vous avez tous dit, cette idée que ça va plus loin qu'une formation d'un jour. Il faut vraiment intégrer ces concepts-là dans votre travail et de le retravailler constamment. Dinelly, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Pas vraiment. J'essaie de répondre à certaines questions de façon directe. Il y a certaines questions qui sont vraiment très, très bonnes, mais je pense que Noah, Cheniel l'ont dit, c'est certainement pas quelque chose qui se fait en une journée. Ce n'est pas une action. Parce qu'en mai et juin, c'est sûr qu'on entend beaucoup il faudrait qu'on fasse plus de formations, il faudrait qu'on fasse des ateliers. On se fait contacter beaucoup durant cette période-là en mai. Mais on est ici toute l'année. On est disponible toute l'année, donc vous faites ce travail-là tout au long de l'année. Je suis gay 365 jours par année ici. Donc, ouais. Marcus, aurais-tu rajouter quelque chose? Je regardais d'autres questions, mais je vais dire quelque chose très rapidement pour qu'on ait plus de temps. Oui, il faut vraiment aller au-delà du drapeau arc-en-ciel ou d'un symbole. Moi, je veux que les gens queer, trans et et autochtones soient intégrés dans les politiques, dans les règlements, que leurs besoins, que les ressources dont ils ont besoin fassent partie que dans des milieux de travail, dans les institutions. Il faut qu'ils soient reflétés. Il faut qu'on soit présent dans les politiques pour qu'on ne soit pas simplement capable de survivre, mais qu'on soit capable de vraiment aller au bout de nos objectifs. Donc, les politiques, les règlements doivent être là pour ça. Ils doivent être là pour nous. Oui, absolument. Il nous reste seulement 5 minutes, mais j'aimerais vraiment répondre à la question ici parce que c'est quelque chose qu'on a vu particulièrement cette année.
est-ce que vous avez des recommandations pour créer des espaces sûrs pour la jeunesse queer et trans dans les milieux plus ruraux, particulièrement quand on pense à la suprématie blanche, parce qu'il y a plusieurs, les communautés trans et queer ont vraiment eu particulièrement plus de difficultés cette année à cause des quarantaines, des pandémies. Marcus, je pense qu'on peut commencer avec toi. Oui, je peux commencer en disant que je ne sais, j'ai peut-être pas de suggestion, mais ce que je peux partager, c'est une expérience vécue qui peut simplement montrer le besoin pour ces espaces sûrs dans les milieux ruraux. Je vais faire référence à ce que Noah a dit. Les conditions d'utilisation, les conditions, je vais parler en fait de ma communauté. Nous étions si différents avant la colonisation. Là, on pensait à la sexualité, au genre de façon très différente. Et tout ça, ça a été traité de façon très différente. Et depuis la colonisation, je dirais que la colonisation a vraiment affecté la compréhension des personnes trans et queer dans ma communauté parce que j'ai fait face à certains de ces problèmes-là et je n'ai pas su comment gérer ça parce que je suis, en tant que personne assez féminine et jeune, j'ai fait face à beaucoup de violence et maintenant, je suis rendue au stade où euh, je gère des programmes pour des personnes trans et queer et bispirituelles. Et maintenant, une de mes nations m'a demandé de travailler avec elle. Et moi, je me suis dit, j'ai besoin de voir qu'il y a de l'appui là-bas. J'ai besoin de voir qu'il y a du travail qui est fait dans cette direction-là en ce moment. Et ce que j'encouragerais, c'est que les personnes spirituelles, queer et trans dans les communautés, euh, ce qu'on veut, c'est qu'elles aient un espace qui crée de l'espace. Ne pas simplement dire, ne pas dire, ah, tu es bispirituel, tu es queer, tu es trans. C'est de vraiment laisser l'opportunité aux gens de dire, je suis un queer, trans, bispirituel. Ce n'est pas d'imposer des identités ou de pointer du doigt. C'est c'est de travailler pour avoir une communauté où les gens se sentent à l'aise d'exprimer leur identité de façon beaucoup plus libre. Donc, vraiment, et que ce soit les personnes cis et personnes hétéros, je reviens à l'intersectionnalité. Il y a différentes façons dont on doit et dont on peut vraiment créer un changement et le faire ouvertement. Il ne nous reste que 2 minutes, donc je vais laisser Shania, No, Dinelli peut-être parler de leur réflexion sur le sujet ici. Oui, très rapidement, j'aimerais donner la chance aux autres panélistes aussi de parler. L'accessibilité, quand je pense à la COVID-19 et comment est-ce que tout est devenu virtuel, ce que j'ai vu dans mon expérience, c'est que ça a vraiment fermé l'accès aux personnes en milieu rural. Ça a permis ça a permis à plusieurs personnes en milieu rural d'avoir accès à certaines ressources, à certains outils auxquels ils n'avaient pas accès avant. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en personne, mais aussi assurez-vous d'avoir un accès virtuel pour les personnes queer et trans pour qui ce n'est peut-être pas sécuritaire de sortir de la maison. Parce que où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est important aussi. Et bien sûr, l'appui à la maison, c'est important. Et aussi, oui, de faire le plus de travail de sensibilisation à l'extérieur de vos organisations. Aussi, ne pas simplement attendre que les gens viennent à vous, mais aussi d'aller vers les gens. C'est aussi important. Je veux juste dire très rapidement que j'ai fait ce genre de travail pendant la pandémie dans une communauté rurale au Québec. Donc, ça, c'est vraiment la situation que j'ai vue. Noah, tu as raison, l'accessibilité est extrêmement importante. La représentation, assurez-vous que le travail se fait de façon interne, que vous vivez en respectant les pratiques que vous prônez, parce que vous ne pouvez pas créer un espace sécuritaire un espace sûr si vous ne vivez pas dans un espace comme celui-là d'abord. Oh mon Dieu, il est déjà 2h30, mais bon, l'accessibilité, reconnaître que l'accès à Internet n'est pas donné partout. Assurez-vous que vous avez du matériel qui est aussi physique et concret. Ça peut être, on peut parler de transport, on peut parler de nourriture.
tout ça, c'est important. OK. Merci. Dainali, voudrais-tu rajouter quelque chose? Je dirais simplement que, bien sûr, c'est sûr que c'est important et c'est bien que vous essayez de commencer un projet dans une communauté rurale, mais prenez le temps de le faire comme il faut. Faites-le avec les intentions qui sont bien pensées. Connaissez les gens, vous devez connaître les gens avec qui vous avez travaillé, trouver des alliés, des partenaires. Il y a certains problèmes qui ont commencé un peu comme ça parce que c'était nécessaire, mais ensuite, ils se rendent compte qu'on n'était pas vraiment prêt. Donc, pensez à ces choses-là. Trouvez les gens avec qui vous voulez travailler. Commencez les choses de façon très intentionnelle et avec le cœur ouvert. Merci. Donc, il y a tellement d'autres questions super intéressantes. Je suis désolée, on n'a pas pu, prendre le temps d'y répondre à toutes, mais ça montre simplement l'importance de cette conversation qu'on a aujourd'hui. Merci à vous quatre de vous être présentés aujourd'hui. C'est une conversation qui était nécessaire. Moi, je fais ce travail depuis longtemps et vous aussi. Donc, on apprécie tous beaucoup votre temps, votre ouverture à cette conversation d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à tout le monde de s'être rejoint à nous. Nous allons partager la conversation d'aujourd'hui sur notre page YouTube. Si vous voulez la partager ou si vous avez manqué certaines parties de la conversation, vous allez pouvoir le trouver en ligne. Le lien pour la biographie de nos panélistes se trouve dans le chat. Si jamais vous voulez en lire un peu plus sur les panélistes, vous pouvez utiliser leur nom pour les trouver sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, gardez l'œil ouvert pour nos prochaines conversations. La Fondation crée ces événements-là de temps en temps, de façon régulière. Et Liva vient de partager un lien vers un PDF qui a plein de ressources, des podcasts, des films sur les communautés de LGBTQ. Donc, si vous voulez en apprendre plus ou si vous voulez, si vous voulez lire sur le sujet, vous pouvez trouver tout plein de ressources là. Donc, merci tout le monde. Bonne fierté et restez. Je vous souhaite d'être en sécurité toujours.